1538. L'actualité tout autour de la Méditerranée. 1538 Méditerranée. Pollution, éducation, santé, Algérie, Maroc, Tunisie, travail, migration, amour, Liban, Syrie, Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir en Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille, la première de 2019, l'occasion de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Cette émission, c'est toujours une occasion de tourner notre regard du côté de la mer, en allant à la découverte de ce qui se passe au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient et chez nos voisins d'Europe du Sud. Aux manettes, Colline et Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Comme chaque mois, nous revenons sur les grands enjeux des sociétés méditerranéennes à travers les dossiers traités sur notre magazine d'information en ligne www.1538méditerranée.com et grâce au travail de nos correspondants partout dans la région. En ce début d'année, nous avons décidé de faire un focus particulier sur la mer Méditerranée qui continue de voir mourir des personnes en quête d'Europe et de revenir sur le dossier migration. Une thématique qui nous tient à cœur et qui avait fait l'objet de notre premier dossier lors du lancement de 1538 en février 2017 à Marseille et à Alger. Et dans ce dossier intitulé « Sur les routes de la Méditerranée, migration et accueil », nous étions allés en Algérie, pays d'accueil et de transit, en Grèce, où les citoyens ont fait preuve de solidarité en organisant l'accueil des personnes débarquées sur leurs îles. En France également, où la répartition des migrants de Calais dans différentes villes a parfois posé problème, mais a aussi révélé des élans de solidarité. Et pour finir en Méditerranée, avec le témoignage de 2 marins sauveteurs qui opéraient à bord de l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. L'Aquarius qui a récemment été contraint d'abandonner sa mission après de longs mois passés à quai à Marseille et suite à une saisie préventive ordonnée par l'Italie. Mais SOS Méditerranée entend se relever de cette épreuve. Nous accueillons pour en parler une bénévole de l'association, Martine. Bonjour. Bonjour. Donc, depuis quand et pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans les actions de SOS Méditerranée ? Ça fait déjà un peu plus de 2 ans maintenant que je me suis engagée, fin 2016. J'avais entendu parler de SOS Méditerranée et je les ai rencontrés sur un stand puisque c'est un moyen de communication important pour nous et efficace d'être présent sur des manifestations, lors de concerts, etc. Et donc là, je me suis engagée. Je me suis engagée parce que c'était l'occasion pour moi de faire quelque chose, d'agir. Je dis souvent à mes amis, il y a des moments où j'avais plus envie de me lever le matin parce que quand j'allumais la radio, j'entendais des mauvaises nouvelles, j'entendais le Brexit, le 13 novembre, aujourd'hui c'est un anniversaire malheureux, également Charlie, élection de Trump, enfin bref, un monde épouvantable. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à travers SOS Méditerranée, il y avait des gens qui faisaient quelque chose, qui disaient « mais on ne baisse pas les bras, même si on est 2 », puisqu'au départ, Sophie et Klaus étaient tout seuls. Franchement, je me dis « mais comment est-ce qu'on peut avoir le culot de faire ça, de penser ça ?» Et ils l'ont fait. Et donc, je me suis dit « ils ont raison, c'est ça le message, il ne faut pas baisser les bras, il faut agir ». Et donc, je me suis engagée auprès de SOS Méditerranée. Et effectivement, j'ai pu participer avec enthousiasme aux actions de SOS Méditerranée à terre. Je ne servirai à rien sur l'Aquarius. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas marin, mais à travers la présence sur les stands, de la sensibilisation scolaire, le soutien, la relation donateur, etc., j'ai donné beaucoup de mon temps à SOS Méditerranée jusqu'à présent et je compte bien continuer puisque SOS Méditerranée continue. Attention, il faut bien que ce soit clair. L'Aquarius n'est plus SOS Méditerranée, mais c'était un bateau loué, affrété, qui ne nous appartenait pas. Nous l'avons rendu à l'armateur et maintenant on cherche un autre outil. Mais SOS Méditerranée est toujours là. Ça, il faut que ce soit vraiment très très clair. Et donc, sera toujours là également dans les actions des bénévoles, sur des stands, dans des événements, et aussi à travers les interventions scolaires. C'est une action à laquelle vous êtes engagé. Alors, en quoi consistent ces interventions en milieu scolaire ? Alors, les interventions, nous intervenons dans les collèges, les lycées, et même depuis quelques mois dans les établissements primaires, les écoles primaires. Nous intervenons à la demande des enseignants. Ce sont eux qui font appel à nous.
Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'on a rencontré vraiment au cours de ces 2 dernières années une flopée d'enseignants formidables, motivés, avec leurs élèves et avec nous. C'était vraiment des rencontres formidables. Ce sont eux qui font appel à nous et qui nous demandent d'intervenir. Dans les collèges, ce sont surtout des élèves de 4e, puisque la migration est au programme, mais souvent aussi des 3e, en lycée, seconde, première, terminale, un petit peu d'étudiants, mais pas beaucoup, parfois des BTS selon les lycées. Et nous présentons donc SOS Méditerranée, la genèse de l'association, pourquoi il a fallu inventer SOS Méditerranée, qui, je le rappelle, pallie les manques de l'Europe. C'est l'Europe qui devrait s'occuper des sauvetages en mer, des migrants qui sont en détresse en pleine mer. Et l'Europe ne le fait pas. Donc nous sommes là, nous sommes la roue manquante parce que l'Europe ne fait pas son travail. Donc pourquoi la SOS Méditerranée? Comment nous travaillons? Et maintenant, nous ajoutons une page, hélas, en disant demain on aura un autre bateau. On va continuer. Et donc, l'action des SOS ces derniers mois, ces derniers temps, les actions ont été un peu mises en difficulté par aussi la montée des nationalismes dans différents pays. C'est vrai qu'il faut rappeler que depuis l'été dernier, été 2018, l'Italie a fermé ses ports. Donc ça a marqué le début, la fin des actions de l'Aquarius, parce que on n'avait plus de ports pour accueillir les personnes. Et entre donc toujours la Libye et l'Italie, parce que la Méditerranée c'est grand quand même, mais là on parle vraiment des sauvetages qui étaient réalisés entre la Libye et l'Italie par l'ONG SOS Méditerranée, et donc fermeture petit à petit des ports de l'Italie, et puis aussi remise en question des opérations de sauvetage qui sont coordonnées maintenant par les Libyens. Ça a été vraiment, c'était même avant la fermeture des ports italiens, ça a été vraiment un coup de massue. L'Europe a cru résoudre le problème migratoire en disant aux Libyens, empêchez les gens de partir de Libye et tout ira bien. Continuer à les torturer, à les rançonner, à les violer, ça on veut pas savoir, mais au moins arrêter le flux. Et ils sont très contents lorsqu'ils apprennent qu'il y a moins de migrants en mer. Mais en Libye, la situation est toujours aussi atroce. Ce que je voudrais dire, c'est que la fermeture des ports italiens, c'était un coup dur, mais les ports italiens, bien sûr, parce que c'était les plus proches. Enfin, il y avait Malte, mais Malte n'a jamais levé le petit doigt, donc on ne dit rien. Mais les ports les plus proches, c'était les ports de Sicile, donc c'est pour ça qu'on allait là-bas. Il y a d'autres ports en Europe, et on s'attendait à ce que l'Europe prenne le relais, puisque l'Italie fermait ses ports. Ils disent Valence a ouvert ses portes au moment du problème du 10 juin, mais depuis l'Europe ne fait rien. Et on a eu également des coups durs avec les retraits de pavillons, lorsque toujours sur l'insistance de l'Italie qui s'acharne, parce que l'Italie, ou disons Monsieur Salvini, qui a décidé de tuer les ONG qui sont en Méditerranée. Puisqu'il a fermé ses ports. Normalement, il ne voit plus de migrants, il devrait être tranquille. Mais il continue, il s'acharne, et il a fait retirer à l'Aquarius son pavillon de Gibraltar, son pavillon panaméen, en usant de menaces économiques sur ces pays-là. Oui. Donc ça, et c'est d'ailleurs le gros problème. Pour retrouver un bateau, il faut retrouver un armateur qui a le courage de dire « Ok, je vous loue un bateau avec un pavillon XYZ, avec tous les risques que cela comporte. » Oui, et Matteo Salvini, rappelons-le, qui est ministre de l'Intérieur en Italie, récemment élu, et qui aujourd'hui, en tout cas, entame même donc dans son pays une politique très difficile, très dure à l'encontre des migrants qui n'ont pas de titre de séjour en Italie, avec des propos parfois assez difficiles. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi que tout l'objet de SOS Méditerranée, c'est d'intervenir pour sauver les personnes qui sont en route vers l'Europe et qui ont des problèmes en mer, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu dernièrement une vidéo qui a été publiée sur le site du New York Times, qui a été tournée par Forensic Oceanography, qui est une organisation qui tient le compte des morts de migrants en Méditerranée. Alors, en 2018, selon l'Organisation internationale des migrations, il y a eu 22
242 morts en Méditerranée, alors que paradoxalement, il y a eu moins de départs depuis la Libye, donc ça, il faut le rappeler. Et en fait, tout l'enjeu des bateaux comme celui de SOS Méditerranée, c'est justement de venir porter secours à ces personnes, puisque la vidéo montre que lorsque ce sont par exemple les gardes-côtes libyens, il est moins question de leur porter secours que de les empêcher de reprendre leur bateau et de revenir en Libye s'ils sont encore dans les eaux de la Libye. Et c'est ce que montre en fait cette vidéo qui a eu un retentissement là ces derniers jours parce qu'elle montre que l'Europe laisse mourir les migrants en mer Méditerranée, ce qui est bien pratique quand on y réfléchit puisqu'ils tombent dans la mer et on ne les retrouve plus. Oui. Et à ce sujet, il y a eu une plainte qui a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Italie au nom de 17 survivants qui ont été secourus lors d'un drame en Méditerranée. Et c'est la première du genre. J'imagine que pour vous qui faites partie de l'association, c'est important aussi de continuer à parler de ces drames qui se nouent, même s'il y a de moins en moins de bateaux en mer. Absolument. Et dans les missions, les 3 missions que SOS Méditerranée s'est fixées, c'est sauver, bien sûr. Il faut qu'ils soient vivants. Soigner, ça c'était Médecins sans frontières qui était en charge de l'accueil médical à bord de l'Aquarius, et témoigner. Et témoigner, c'est très très important, c'est pour ça qu'on intervient dans les écoles, pour éveiller les consciences, mais également témoigner, on se rend compte que depuis qu'on n'est plus au large de la Libye, qu'on ne croise plus là-bas, on n'entend plus parler des migrants. On en parle un petit peu, j'ai entendu ce matin, 49 migrants sont à bord d'un bateau d'ONG, ils ont exactement le même problème que nous avions avec l'Aquarius, où débarquer ces migrants. Donc le problème est là, mais il faut absolument qu'on retourne là-bas pour continuer à témoigner en Europe, dire à l'Europe, regardez, vous ne faites pas votre travail. Et c'est très bien que ces 17 migrants aient porté plainte, parce que ce sont, moi j'appelle ça de l'assassinat. Un assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. Ils savent très bien que les gens vont mourir. En demandant aux Libyens de s'en occuper, en refusant les escales, en faisant arrêter, par leur silence assourdissant aussi devant Salvini. Salvini décide un tas de choses absolument aberrantes et l'Europe ne dit rien. Donc tout ça, c'est totalement illégal, et c'est nous qui sommes les coupables dans l'histoire. Hein. C'est toujours pareil, il vaut mieux s'attaquer aux victimes et les faire passer pour coupables plutôt que regarder devant soi. Donc c'est très important. Et je pense qu'il va falloir... c'est pas le but de SOS Méditerranée, là je parle à titre personnel, il va falloir prendre des actions légales et attaquer et faire des procès, attaquer Salvini, après tout, il organise la mort de centaines de milliers de personnes, c'est illégal à ma connaissance. Et rappelons en tout cas que c'est 2 ONG qui sont encore sur zone. Donc on parle de Sea Eyes et Sea Watch. C'est 2 navires d'ONG allemandes qui opèrent donc des sauvetages entre la Libye et l'Italie, là où opérait également l'Aquarius. Et donc actuellement, ils ont à leur bord 49 personnes qui proviennent de Côte d'Ivoire, du Nigeria et de Libye, et que l'Europe refuse d'accueillir, encore une fois. Là, les réactions ont été du côté des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France, qui se sont dit éventuellement prêts à accueillir quelques personnes si les autres pays européens s'engageaient également à accueillir. Donc on est toujours dans cette répartition, ces chiffres dérisoires qui posent pourtant problème aujourd'hui. Oui, absolument. D'autant plus qu'effectivement, ils sont moins nombreux. Ils sont plus nombreux maintenant du côté de Gibraltar, où Dieu merci, il y aura peut-être moins de victimes parce que le passage est moins long. Mais il y aura toujours des migrants. Mais il n'y aura pas ce déferlement de migrants qu'annoncent les partis d'extrême droite ou même certains médias. Et ça, il faut que les gens en soient conscients. Mais qu'une personne meure, c'est inacceptable. Colline parlait de 2000 personnes, plus de 2000 personnes mortes en 2018. Ça, ce sont les personnes recensées. C'est très certainement beaucoup plus important que ça. Il y a ceux qui sont perdus corps et biens, que personne, des familles entières décimées, personne ne les réclame, on ne sait pas, etc. Donc tous ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont des évaluations et malheureusement, probablement bien inférieures à la réalité. Et on peut retrouver aussi pas mal d'informations donc, à ce sujet sur le site Info Migrants.
qui recense un peu toutes les actualités qui se déroulent en mer Méditerranée. Là, par exemple, le 4 janvier, on apprenait qu'une centaine de migrants portaient disparus dans le sud de l'Algérie. Le Haut-Commissariat aux réfugiés se dit inquiet pour ces personnes qui sont majoritairement des Syriens. Donc ce travail de veille est très important et je pense que ces ONG comme CI, Sea-Watch, SOS Méditerranée, quand elles sont sur zone, elles permettent aussi de continuer à témoigner de ce qui se passe au niveau des sauvetages aussi qui sont effectués par les Libyens. C'est très important d'avoir des ONG parce que sinon on n'a que des bateaux de commerce qui circulent ou des bateaux militaires qui font aussi du sauvetage en mer Méditerranée, mais qui ne donnent aucune information sur ces opérations. Alors que les ONG, elles, ont une liberté d'expression et de diffusion de ce qu'elles font. Et c'est surtout, c'est ça qui est important aujourd'hui. Absolument. J'avoue que moi-même, avant de rejoindre SOS Méditerranée, je ne savais pas ce qui s'est passé en Libye. Je ne connaissais pas les chiffres, je ne savais pas quelle était vraiment la situation. Je savais simplement qu'il y avait des gens qui se noyaient et qu'il fallait aller donner un coup de main. Mais j'ai appris énormément de choses en rejoignant SOS Méditerranée. Et c'est pour ça que je mets vraiment je donne une grande importance à la communication par la sensibilisation scolaire et sur les stands, etc. Pour que ça se sache. Il faut absolument qu'on le sache. Très bien, merci Martine d'être venue ce matin. 1538, des clés pour comprendre et agir. 1538méditerranée.com. Dans notre séquence en direct 2, nous tournons nos regards vers la Turquie, alors que le 4 janvier, 137 nouveaux mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de personnes soupçonnées par le pouvoir turc d'être des goulénistes, du nom de ce prédicateur accusé d'avoir fomenté le putsch manqué de 2016. En 2 ans, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées sous le régime de l'état d'urgence instauré au lendemain de ce putsch. Et en tout début d'année dernière, nous avions évoqué ceux qui, en Turquie, tentent de résister à ce mouvement de purge du pouvoir. C'était le cas de 2 jeunes universitaires victimes des vagues de licenciements en cours dans les universités turques. Alors quand je les contacte, Asli et Gizem me préviennent. Si c'est pour raconter une nouvelle fois que nous sommes des pauvres universitaires en danger et muselés, ce n'est pas la peine. Elles sont lassées du misérabilisme et elles veulent avant tout raconter comment la résistance s'organise en Turquie. Elles me disent « Nous travaillons et luttons plus qu'auparavant ». Et nous n'abandonnons pas. Alors, il faut savoir que dans le monde universitaire, ce qui a créé un petit peu ce mouvement de purge, c'est une pétition pour la paix qui a été lancée en janvier 2016 pour l'arrêt des violences dans le sud-est du pays. Et en fait, cette pétition a donné un prétexte au gouvernement pour étendre sa purge. Alors, au-delà d'un simple licenciement de son poste, les signataires de la pétition, ils subissent d'autres pressions, mise à la retraite d'office, ils perdent leur poste et puis ils perdent aussi leur place dans la société et leur liberté même, puisque cette révocation par décret entraîne par exemple la confiscation du passeport et empêche donc toute sortie du territoire. Alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que pour créer du savoir autrement, des académies solidaires ont été créées dans tout le pays à l'initiative de 200 universitaires. Et donc, Asli et Gizem, elles m'expliquent que l'objectif, c'est de permettre à chacun de participer à la création du savoir et de pouvoir y accéder. Elles souhaitent également initier de nouvelles méthodes de travail en dépassant les clivages et les divisions interdisciplinaires. Ce sujet de la Turquie reste donc toujours d'actualité, même si nous l'avions traité en début d'année dernière. Et donc, je vous invite à faire un tour sur notre site 1538méditerranée.com, mais aussi à rester conscient de ce qui se passe en Turquie, même si l'état d'urgence a été levé depuis cet été. En attendant, on voit bien que vendredi dernier, de nouvelles vagues d'arrestations ont eu lieu. Donc, tout n'est pas fini. Et heureusement, il existe des personnes comme ces universitaires qui se battent pour résister malgré ces purges et malgré le tournant autoritaire que prend le régime d'Erdogan. Les dossiers 1538 Méditerranée.
Vous êtes bien sur Radio Grenouille avec 1538 Méditerranée. Dans cette dernière partie de l'émission, nous revenons chaque mois sur un dossier traité par la rédaction qui reste d'actualité. Et en ce début d'année, nous avions envie de vous parler d'amour. Nous vous invitons à découvrir notre dossier Amour, histoire d'amour en Méditerranée, qui a eu pour objectif d'aller découvrir comment on s'aime sur le pourtour méditerranéen à travers un quartier libertin, le quartier de Chueca à Madrid. Un dossier qui a interrogé également les premières fois dans différents pays via une carte interactive, mais aussi quelques histoires au Liban où l'auteur François Beaune est allé à la rencontre des histoires de famille, des histoires de cœur au sein des familles libanaises, des histoires qui sont à l'origine de son livre L'esprit de famille, 77 positions libanaises, où il a recueilli des sons également. Nous allons donc écouter ces sons. Une histoire vraie. Elle avait beaucoup de tendresse pour lui, donc elle lui a demandé de poser sa tête sur ses genoux. De Méditerranée. Une fois, il revenait de Saïda, elle et son mari. Et puis en général, quand il revient de Saïda, il s'attend à avoir une nuit très, très chaude. Donc au retour, il a acheté, comment on appelle ça, acheta en français, je ne sais pas. Donc c'est un fruit qui est supposé donner des forces, d'accord? Donc il a acheté, puis il a décidé d'en manger pour être prêt après pour la nuit. Et au retour, c'est elle qui conduisait. Parce qu'elle avait beaucoup de tendresse pour lui, donc elle lui a demandé de poser sa tête sur ses genoux. Lui, il a mangé ses acheta avant pour être... et ils ont eu un accident. Donc ils n'ont pas profité de acheter rien du tout. Ils sont allés à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, il a eu les bras cassés, les jambes cassées, elle n'a rien eu. Et puis elle s'occupait de lui pour compenser la nuit qu'ils ont ratée. Donc quand l'infirmière est rentrée, elle lui a dit « Il est qui pour toi ?» Elle lui a dit « C'est mon mari ». On n'est pas dans un hôtel ici. Une histoire vraie de Méditerranée. Voilà, un peu d'amour et de tendresse dans ce monde. Nous allons écouter une autre histoire, également recueillie par François Beaune au Liban. Je sais pourquoi je m'arrête, parce qu'il y a toujours une résistance qui empêche de parler. Une histoire vraie de Méditerranée. J'étais en classe, on appelait la classe de brevet. On présentait les deux certificats de brevet. C'était le brevet 3e cycle et le brevet libanais. Comme j'étais chez les sœurs, on faisait les deux. Alors, on est parti à Beyrouth pour présenter l'examen. Puis, en rentrant à Saïda, c'est-à-dire, mon ami me disait « On a très bien fait à l'examen. Qu'est-ce que tu en dis, Dia? Est-ce que tu peux venir avec moi au cinéma ?» Alors je lui ai dit, mais mes parents, ils savent quand est-ce que je vais rentrer. Elle me dit, mais on va dire que l'examen a beaucoup tardé. Bien. Alors on est allé au cinéma. Il y avait un film très beau que j'aimais beaucoup, que j'ai vu 2 fois. Et c'était la 3e fois que je le vois. Et puis au moment où le film se déroulait, il a la résistance maintenant. Je ne veux plus parler. Je résiste maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde me connaît alors. Ils vont savoir ce que je pensais. Voilà. Il y avait un certain garçon en classe de philo. Il était dans une autre école. Il n'était pas chez les sœurs. C'était pas mixte. Alors, celui-là, il était un beau garçon. Il était bien posé et tout ça.
Je l'ai vu en voyant le film. Par rapport à moi, il était beau. Peut-être non. Peut-être il n'était pas beau. J'aimais pas les beaux garçons. Il était brun, très brun. Et il avait des grands yeux noirs aussi. Il n'était pas grand ni petit. Il était bien par rapport à moi. Oui, c'était surtout le regard qui le fixait comme ça. Il savait comment faire pour que les filles l'aiment. C'est bien que j'ai 2 fois vu le film auparavant, parce que ce jour-là, je n'ai pas vu le film. Je le regardais. Il me regardait comme ça, il fixait son regard sur moi. Il m'intéressait beaucoup, mais jamais je ne lui ai parlé. Après, on est sortis. Je me souviens très bien, on prenait le chemin de la maison. Sa maison était avant la mienne. Lui, il était derrière moi. Il m'appelait, pas par mon nom. Mademoiselle, mademoiselle. Alors je me suis retournée. Quoi? Moi? Tu m'appelles? Oui, toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux te donner quelque chose. C'est quoi? C'est une lettre. Une lettre? Pour moi? Comme j'avais les 2 sœurs qui étaient plus grandes que moi, je pensais que c'était la lettre pour mes sœurs, ou bien pour une sœur. Mais à qui la lettre? Pour qui tu me la donnes? Il me dit, mais pour toi. Moi? Vraiment, j'étais très excitée comme ça. Mais comment il me donne une lettre à moi? Attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je marchais, lui, il marchait après moi. Écoute, mais il faut la lire pour voir ce qu'il y a. Je lui ai dit, attends, non, je ne prends pas des lettres de n'importe quiconque, parce que je suis très bonne élève. J'ai passé mes examens au brevet. Je suis la première en classe. Je ne veux pas être la seconde. Si je vais vous aimer, non, je vais être toujours la première. Il m'a dit, mais essaye de prendre la lettre. Je n'ai pas pris la lettre. Et jusqu'à présent, j'ai envie de la voir, de voir ce qu'il y a dedans la lettre. C'était comme ça l'amour. L'amour, pas comme maintenant, c'est-à-dire on se voyait de loin. Comme le film Falling in Love, est-ce que vous l'avez vu? Ils se donnaient rendez-vous. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils se comprennent. C'est-à-dire l'amour, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, 2 qui s'aiment. Il ne faut pas qu'on parle beaucoup, même de ne pas dire je t'aime ou est-ce que tu m'aimes. Et il peut dire... Tu as un beau bracelet, par exemple, c'est tout. Ça suffit, oui. Ça donne de l'imagination quand il dit ton bracelet est beau. C'est plus beau que lorsqu'il te dit je t'aime. Ça ne donne pas effet. Mais quand il te regarde et il dit tu sais, tu as un beau bracelet, c'est qu'il parle de ton bras peut-être, de ta main. Une histoire vraie de Méditerranée. Voilà. Mais il ne veut pas dire ta main, ton bras. C'est le bracelet. Non? Voilà, vous pourrez retrouver ces histoires donc dans le livre L'Esprit de famille, 77 positions libanaises, donc de François Beaune. Ces sons étaient recueillis par l'auteur, le montage réalisé par Marie-Dominique Russy. Et si vous vous rendez à nouveau sur notre site 1538 Méditerranée, dans les dossiers 1538, vous pourrez le retrouver, ce dossier amour. Et dans cet article, ces 2 histoires sont aussi suivies par 2 histoires d'amour extraits de La Lune dans le pluie, histoire qui se passe à Ramallah, en Palestine. C'est la fin de cette émission méditerranéenne. Sachez que vous pouvez aussi soutenir l'aventure de 1538 en vous procurant notre MOOC Une année en Méditerranée. Toutes les infos dans notre rubrique Soutenez notre indépendance. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur Radio Grenouille. Pollution, éducation, santé, Algérie, Maroc, Tunisie, travail, migration, amour, Liban, Syrie, Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir en Méditerranée. Rendez-vous sur 1538méditerranée.com. 1538